Depuis 1937, plus de 2000 personnes sont décédées après avoir sauté du pont du Golden Gate. Je me sens chanceux d'être en vie, absolument tous les jours. L'histoire que vous êtes sur le point de découvrir a secoué les États-Unis et le monde entier. Elle a touché plus de 10 millions de personnes. C'est l'histoire de Kevin Hines, qui a défié les statistiques en se jetant du pont, le Golden Gate, à San Francisco. Seulement 2% des gens qui l'ont fait ont survécu. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi est-ce qu'il a sauté, comment est-ce qu'il s'en est sorti et qu'est-ce qu'il en a appris. C'est parti. Mon père, le matin où c'est arrivé, il m'a demandé plusieurs fois de rester avec lui. Il m'a demandé de rester, juste pour qu'on se pose ensemble, parce qu'il pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Et au final, j'ai convaincu mon père ce matin-là que tout allait bien, en sachant très bien que j'allais aller au pont du Golden Gate et que j'allais mourir. Il s'est tourné vers moi et il a dit une de ses choses préférées. « Kevin, je t'aime, fais attention. » Et ce moment est immortalisé dans mon cerveau. Quand j'en parle, je peux voir mon père en train de s'éloigner, en me disant que c'est la dernière fois que je vois une des seules personnes que j'aime et que c'est la dernière fois que cette personne qui m'aime me verra avant que je finisse par mourir entre mes propres mains. Je suis monté dans un bus qui passait. Je me suis assis au tout dernier rang, sur la place du milieu. Et il a commencé à conduire en direction du pont du Golden Gate. Et c'est là que j'ai réalisé. J'ai réalisé que je n'avais pas du tout envie de mourir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Kevin? Descends de ce bus. Mais je suis assis ici, et je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. En espérant qu'une seule personne, dans ce bus, rempli à ras-bord, me regarde et dise « Hé jeune homme, est-ce que tout va bien? Ça ne va pas? Dis-moi si je peux t'aider. » Mais rien. Puis j'ai marché en direction du conducteur de bus en espérant qu'il verrait ma souffrance. Mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Je n'arrivais pas à leur dire que j'avais des problèmes. Aucun son ne sortait de ma bouche. Et il m'a regardé. Et à la façon du mec de San Francisco, il a dit « Allez gamin, sors-moi de ce bus, je dois y aller. » Je me suis dit, mais c'est tout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est une leçon qu'on finit tous par apprendre. On naît en croyant qu'on est le centre du monde. Puis on grandit et on réalise qu'on l'est pas. Et on continue à grandir et on réalise que c'est pire que ça en fait. C'est juste que tout le monde s'en fout. Parce que tout le monde est son propre centre du monde. Quand on réalise qu'on pourrait disparaître 2-3 ans et revenir, et en revenant on se rendrait compte que rien n'a changé, et que le monde tourne parfaitement sans nous, ça peut être blessant au premier abord. Et ensuite ça peut être libérateur. Parce qu'en fin de compte, si tout le monde s'en fout, on peut enfin arrêter de vivre par rapport au regard des autres. Mais ça commence par en avoir rien à foutre, que tout le monde en ait rien à foutre. Une vague d'émotions m'a traversé quand j'ai marché pour sortir de ce bus. Mes jambes étaient lourdes, mon cœur palpitait. Des chutes d'eau sortaient de mes yeux, mais j'ai marché tout droit. Et c'est là qu'une femme qui était à ma gauche m'a approché. Elle avait les cheveux blancs et bouclés, et des grosses lunettes à soleil. Elle a dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre une photo s'il vous plaît pour moi ?» Et je me rappelle rire à l'intérieur en me disant que ce n'était pas trop le bon moment là quand même. Mais j'ai pris la photo. Elle a repris son appareil et elle est partie. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais il y a vraiment tout le monde qui s'en fout. » J'ai marché à reculons en direction de la route. Et j'ai couru aussi vite que je le pouvais. Et je me suis lancé par-dessus la barrière. Une millième de seconde après, que mes mains aient lâché cette barrière. À l'instant même où j'étais en chute libre. Ma seule pensée était « Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je ne veux pas mourir, Dieu, je t'en prie, sauve-moi !» Je suis tombé de 67 mètres de haut, à 120 km/h. Ça a pris 4 secondes. Et j'ai prié sur la descente. « Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je ne veux pas mourir, Dieu, sauve-moi !» Que s'est-il passé lorsque vous avez touché la surface de l'eau? Le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est tout simplement un miracle. À l'impact, j'ai été aspiré sous l'eau, à 20 mètres. Mes jambes étaient complètement paralysées. Mes vertèbres T13, L1 et L2 ont explosé à l'intérieur de mon corps comme du verre. Elles ont carrément explosé.
La dépression profonde et sombre qui m'a emmené ici ce jour-là avait disparu. La seule chose que je voulais faire, que j'avais besoin de faire, que je devais faire absolument, c'était survivre. J'ai nagé 20 mètres avec une respiration et sans pouvoir utiliser mes jambes. C'était la première fois que je nageais aussi vite parce que je savais que je voulais vivre. J'atteins la surface et je repasse sous l'eau. Je n'arrive pas à rester en surface, je coule. Je n'arrive pas à rester à la surface, je vais couler. Et c'est là que quelque chose commence à tourner en dessous de moi, plus vite, et de plus en plus vite. Et bien sûr, moi je pense que c'est un requin. Et donc je suis en train de paniquer. Je me suis dit, non mais tu plaisantes. Je ne suis pas mort en sautant de ce pont, et maintenant je vais me faire dévorer par un requin. Et je l'ai juste accepté. Je vais mourir en étant mangé par un requin. Mais ce n'était pas un requin. Il continuait à tourner de plus en plus vite juste en dessous de moi. Je n'étais plus en train de couler. J'étais couché sur mon dos et j'étais maintenu à la surface de l'eau par cette chose. Il me poussait en haut. Je nageais même plus. J'étais couché sur mon dos, en train d'être maintenu à la surface de l'eau par cette chose en me disant « C'est quand qu'il va me mordre ?» Il n'y avait pas de requin. Mais il y avait un lion de mer. Et les gens qui étaient sur le pont et qui regardaient en bas le voyaient maintenir mon corps à la surface de l'eau jusqu'à ce que les secours arrivent. À l'hôpital, j'étais couché là, complètement mal foutu et brisé. Des intraveineuses dans les 2 bras. J'avais des tubes qui me sortaient du torse. Et j'ai levé la tête pour regarder mon père. Et je lui ai dit, je suis désolé papa. Et il m'a dit, non Kevin, je suis désolé. Et il est venu vers moi. Il a posé sa main sur mon front. Et il a dit, Kevin, tu vas aller bien. Je te le promets. On peut se dire, bah c'est normal, c'est son père. C'est la moindre des choses qui l'encourage. Mais en vrai, c'est pas son père. Le vrai père de Kevin Hines, et sa mère aussi, étaient les deux des junkies qui avaient eux-mêmes des maladies mentales. Le père dont Kevin Hines parle, c'est son père adoptif. Mais que ce soit un père, une mère, un frère, une sœur ou un ami, ou n'importe qui, les mots qu'on a à l'égard des autres ont souvent un effet bien plus grand que ce qu'on peut penser. Une critique peut tuer, un encouragement peut sauver. Et je n'ai jamais auparavant eu des mots qui ont résonné si proches de mon cœur. Je les ai gardés proches de moi. Ok, papa a dit que j'irais bien. Je vais m'en sortir. Je peux le faire. Mon père a décidé de me réemmener sur le pont une année plus tard, le jour de mon anniversaire. Sur le chemin pour y aller, il s'est arrêté juste à côté d'un commissariat de police. Et tous ces officiers de police étaient là, en uniforme, de l'autre côté des fenêtres. Et il me dit « Kevin, va chercher une fleur. » Et je réponds « Non, papa. Je ne vais pas prendre une fleur du commissariat de San Francisco pour me faire arrêter. » Et il dit « Prends une putain de fleur, Kevin. » J'y vais, je prends une tulipe violette avec du jaune à l'intérieur et on va vers le pont. Quand on arrive au parking, je ne veux pas sortir de la voiture. Je ne veux pas sortir de la voiture. Je peux pas le faire. Kevin, on en a besoin. On doit tourner la page. Papa, tu as besoin de tourner la page. Moi, j'ai besoin de rentrer à la maison. Il a dit non, Kevin, on va le faire. Donc, on a marché vers le pont et il m'a dit montre-moi où. Et je lui ai montré l'endroit exact, comme si c'était arrivé le jour d'avant. On a tenu la fleur par-dessus la barrière. Mon père a attrapé ma main gauche avec sa main droite. On a récité le Notre Père et il a dit lâche la fleur. Et j'ai lâché la fleur. Elle est tombée et lorsqu'elle a touché l'eau, elle a fait une minuscule onde de choc. Et à moins d'1 mètre à côté, un lion de mer est sorti. Et ça a été le plus beau moment que j'ai eu de ma vie avec mon père, sans compter le jour où il a été témoin à mon mariage. Je vous le dis à vous maintenant, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui est dans une détresse émotionnelle évidente, en pleine souffrance, je vous en supplie, marchez vers cette personne. Regardez-la dans les yeux et dites quelque chose qui ressemblerait à « Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que je peux vous aider ?» Vous pourriez littéralement sauver une vie à ce moment précis. Commencez toujours par être là pour vous. Ça vous aidera à être là pour les autres. Et lorsque vous en pouvez plus, lorsque vous voulez abandonner, dites-vous juste un jour de plus. Si c'est vos études, une page de plus. Quoi que ce soit, une rep de plus. Quoi que ce soit, juste un pas en avant, un pas après l'autre. Vous irez au bout du chemin.
n'y a pas de raison d'abandonner. Souvent, quand on abandonne, c'est parce qu'on se dit « mais je peux pas continuer toute ma vie comme ça ». Mais vous n'avez pas besoin de continuer toute votre vie comme ça. Juste aujourd'hui, un jour de plus. Et demain, un jour de plus. Et au bout du chemin, quand vous regarderez derrière, vous direz « putain, en fait, ça valait la peine de faire un jour de plus ». Vous êtes toujours à une rep de votre objectif. N'abandonnez pas. Et au fur et à mesure de votre avancement, le monde qui vous entoure changera. Et ça en vaudra la peine. Ça en vaudra la peine à la fin. On se donne rendez-vous. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode. Abonne-toi si t'as aimé l'épisode et à très vite.